L'Ukraine abat son atout, de Moscou est au crochet. Volodymyr Zelensky garde dans sa manche un plan qui pourrait paralyser la capitale russe. Les ressources sont déjà là, les forces sont prêtes. Le Kremlin pourrait ne pas avoir le temps de se préparer. Un coup en plein plexus. Poutine est en panique face à la réponse de Magyar. Il faut entendre ça. Des détails choquants sur la vengeance ukrainienne contre la Russie. Parallèlement, l'Ukraine bloque la route de Poutine vers Sotchi. Le dictateur russe a établi un record d'absence dans sa station balnéaire préférée. Les drones forcent le locataire du bunker à renoncer au sud du pays. Et tout cela vient de se produire en ce moment même. Bonjour, je suis Darina Goudzkalo et nous commençons. C'est difficile à croire. L'Ukraine a un plan pour l'écrasement total de la Fédération de Russie. Comme l'écrit le magazine The Atlantic, depuis le début de l'année, une décision concernant une frappe sans précédent sur Moscou était sur la table. Kiev aurait prévu de lancer jusqu'à 1 millier de drones dotés d'intelligence artificielle en une seule journée afin de paralyser le fonctionnement des aéroports moscovites et de mettre effectivement en pause le trafic aérien international avec la capitale russe. Si ce plan est mis en œuvre, il marquera un tournant terrifiant dans l'histoire de la guerre. Une attaque où des essaims de drones autonomes, équipés de systèmes de guidage par intelligence artificielle, chercheront et frapperont leurs cibles sans l'intervention d'un pilote humain pour contrôler leurs mouvements. Le plan a reçu le nom de code évocateur MDD en raison de l'énorme quantité de drones bon marché et presque identiques qui devaient constituer la base de l'opération. Et le calcul principal ne reposait pas seulement sur la paralysie du trafic aérien de Moscou. L'attaque devait toucher douloureusement l'entourage fortuné de Poutine, habitué à une vie confortable et à des vols libres. Les membres de l'élite pourraient venir voir Poutine et lui dire « Nous avons un problème ici », a déclaré une source au courant du plan ukrainien. Mais en juillet, ce plan grandiose a été soudainement ralenti après le limogeage inattendu du ministre de la Défense Mikhailo Fedorov, qui était l'un des principaux organisateurs de l'opération. Sa mise en œuvre a été mise en pause. Mais il semble que personne ne veuille mettre un point final à cette histoire. La source espère que le nouveau ministre de la Défense, Yevhen Kmara, pourra relancer le projet. Nous allons essayer. Techniquement, c'est possible. Il est possible de relancer ce projet avec une nouvelle équipe, mais à mon avis, cela prendra environ 3 mois, a déclaré l'interlocuteur. Il semble que ce ne soit certainement pas le moment pour Moscou de se détendre. Si ce plan est effectivement remis en œuvre, des temps très agités pourraient attendre la capitale russe. Et, à en juger par tout cela, ce ne pourrait être que le début. En ce moment même, Magyar a intrigué avec une déclaration après laquelle la Russie devrait certainement se méfier. Le militaire a laissé entendre que l'Ukraine maintient le front en état d'alerte totale et que la douleur reviendra à l'ennemi même lorsque les Ukrainiens se taisent. Nous sommes en alerte sur le front. Nous renvoyons la douleur à l'ennemi dans les marécages, même quand nous restons silencieux. Quant aux civils, je leur souhaite de la résilience et de la concentration. Des épreuves difficiles sont encore à venir. Entre nous et l'ennemi, il n'y a pas un fossé doctrinal, mais un fossé civilisationnel, de la subjectivité personnelle et des valeurs jusqu'à l'attitude envers la vie humaine. De plus, Magyar a laissé entendre qu'il y avait un nouveau niveau de lutte contre la Russie. Selon lui, l'Ukraine est déjà en train de détruire l'ennemi bien au-delà du champ de bataille et retire littéralement le sol sous les pieds du dictateur russe. Il s'agit de frappes contre le financement, la logistique et la production d'armes avec lesquelles le Kremlin alimente sa guerre. En d'autres termes, ce ne sont pas seulement les troupes russes qui sont visées, mais tout ce qui les aide à faire la guerre. Nous frappons aussi sans relâche, nous renvoyons la douleur à l'ennemi. Et ce n'est pas un sprint, mais un marathon avec des obstacles importants. Un examen décisif d'endurance. Poutine a commencé à éviter Sotchi. Le dictateur russe a établi une pause record dans ses déplacements dans la région de Krasnodar. La dernière fois qu'il s'y est rendu publiquement, c'était en octobre de l'année dernière. Auparavant, Poutine se rendait régulièrement à Sotchi 2 fois par an, au printemps et en automne. Mais cette année, il a déjà manqué la visite printanière. Visiblement, le calendrier habituel du président russe a sérieusement changé cette fois-ci, et la pause est devenue record. La dernière fois que Poutine s'est rendu dans la région de Krasnodar, c'était le 2 octobre pour la réunion du club Valdai, qui s'est tenue à Sotchi. Ainsi, 322 jours se sont écoulés depuis le dernier voyage du président au Kouban. Poutine a renoncé à ses voyages réguliers à Sotchi après que des drones ont commencé à atteindre la ville à l'automne 2023. Après cela, le président russe s'est inquiété pour sa propre sécurité et a pratiquement cessé de se rendre dans le sud de la Russie. D'autres Russes ont également commencé à moins se rendre à Sotchi.
Selon les données d'un agrégateur de réservations obtenu par le Financial Times, le nombre de réservations dans certains hôtels a diminué de 20% et les ventes de billets d'avion pour Sochi ont chuté de 40% par rapport à l'année précédente. L'Ukraine a définitivement coupé à Poutine et à ses courtisans l'accès à leur station balnéaire préférée. Sochi, qui a été pendant des années le symbole de vacances luxueuses pour l'élite russe, se transforme désormais de plus en plus en une zone à haut risque. Et les drones ukrainiens, visiblement, ne comptent pas s'arrêter là. La bataille pour le ciel au-dessus du sud de la Russie ne fait que s'intensifier. La Russie est perdante. Les armes ukrainiennes seront produites juste sous le nez du Kremlin. Pendant que Moscou tente de détruire l'industrie de défense ukrainienne, les alliés délocalisent sa production en Europe. Le Danemark, la Lituanie et l'Allemagne lancent des projets qui pourraient renforcer radicalement l'Ukraine. Le Kremlin voulait détruire les armes ukrainiennes et au final, elles pourraient apparaître encore plus près de la Russie. Que préparent exactement les partenaires? La suite est la plus intéressante. Le Danemark se donne à fond pour l'Ukraine. Alors que certains pays européens parlent de la nécessité d'accroître leur propre production de défense, le Danemark offre déjà à l'Ukraine le territoire, l'argent et les opportunités pour créer des armes. Et il ne s'agit pas simplement de fournir des missiles ou des munitions prêts à l'emploi. Le complexe de défense ukrainien commence littéralement à être transféré sur le territoire de l'OTAN. L'un des exemples les plus frappants est Firepoint, qui construit des usines de production de propergol solides pour missiles au Danemark. Ce sera la première production chimique de défense ukrainienne sur le territoire de l'OTAN. Lors du salon Dalo Industry Days, les représentants de l'entreprise ont confirmé l'usine est déjà en phase de construction et toutes les autorisations nécessaires au lancement ont été obtenues. L'ampleur est incroyable. L'entreprise prévoit de créer une unité de production d'une capacité immense, d'abord pour les besoins propres de Firepoint, puis ultérieurement pour approvisionner d'autres fabricants du secteur de la défense. Initialement, le projet était évalué à 50 millions d'euros, mais son coût a désormais dépassé les 150 millions. La raison d'une telle décision est on ne peut plus pragmatique. Chez Firepoint, on le dit clairement, l'Europe dépend de manière critique de fournisseurs extérieurs pour ses capacités de défense clés, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Chine ou d'autres pays qui pourraient changer de position politique à tout moment. C'est pourquoi le Danemark contribue en réalité à créer une nouvelle capacité de défense européenne en collaboration avec l'Ukraine. La cofondatrice de l'entreprise, Irina Terek, a souligné qu'à l'époque, le Danemark avait eu le courage de prendre une décision très peu conventionnelle. Désormais, cette décision se concrétise par une usine bien réelle sur le territoire d'un pays de l'OTAN. Et ce n'est que le début. Actuellement, la structure danoise de Firepoint compte environ 15 employés permanents. Environ une centaine d'autres personnes sont impliquées par le biais de partenaires, de sous-traitants et de consultants. Après le lancement de la production, l'entreprise prévoit de créer plusieurs centaines d'emplois et environ une centaine de postes pour l'équipe d'ingénierie et administrative. En d'autres termes, le Danemark aide concrètement l'Ukraine à bâtir une industrie de défense directement au sein de l'OTAN. Et c'est un tout autre niveau de soutien. Il ne s'agit pas simplement de transférer des armes depuis les stocks vers l'Ukraine, mais de l'aider à créer ses propres armes, à intensifier sa production et à intégrer le secteur de la défense ukrainien dans le système de sécurité européen. La Lituanie ouvre également ses portes à la production ukrainienne, et cette fois, il s'agit d'une véritable usine de munitions. L'entreprise ukrainienne DEMS a signé un accord d'investissement avec les autorités lituaniennes pour la construction d'une nouvelle usine dans le district de Prienai. La construction devrait débuter à l'automne 2026 et la production devrait être lancée fin 2027. De plus, l'entreprise fonctionnera sur 2 sites simultanément. Une partie de la production restera à Alytus et la nouvelle usine en sera une extension à grande échelle. Et les échelles sont également assez importantes. Le projet prévoit la création de jusqu'à 450 emplois et l'usine produira des munitions et des composants conformes aux normes de l'OTAN. Dans un premier temps, la production sera destinée aux militaires ukrainiens et par la suite, l'entreprise prévoit de s'étendre sur les marchés d'autres pays alliés. L'industrie de défense ukrainienne ne se contente plus ici de recevoir de l'aide, elle intègre directement le système européen de production d'armes. Les entreprises ukrainiennes construisent des capacités dans les pays de l'OTAN, travaillent selon les normes de l'OTAN, accèdent aux chaînes d'approvisionnement européennes et créent simultanément une production capable d'approvisionner directement l'armée ukrainienne. Et cela ressemble déjà à un tout nouveau modèle de soutien. L'Ukraine ne se contente pas de recevoir des armes. Parallèlement, des capacités de production sont construites, qui resteront en Europe et contribueront à la sécurité commune.
Et pour la Russie, cela signifie une autre chose désagréable. Le complexe de défense ukrainien est de plus en plus difficile à détruire en un seul coup, car ses capacités de production s'étendent progressivement bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Et parallèlement, l'Allemagne renforce le ciel ukrainien. Le gouvernement fédéral allemand a fourni aux unités de combat du ministère de l'Intérieur ukrainien des drones intercepteurs ainsi que des véhicules spéciaux pour leur maintenance. Et cela est particulièrement important dans le contexte des attaques russes massives, car il s'agit de moyens qui peuvent être directement utilisés pour chasser des cibles aériennes. Les unités ukrainiennes ont déjà démontré à la délégation allemande comment ce système fonctionne en pratique. Groupes de tir mobiles, opérateurs de drones intercepteurs, postes de commandement, radars, moyens de renseignement électronique et de guerre électronique. En fait, un réseau entier est en train de se former, qui devrait rendre le ciel ukrainien une cible beaucoup plus difficile pour les missiles et les drones russes. Et ici, l'Allemagne ne mise pas seulement sur la technique. Un axe distinct est la formation des opérateurs de systèmes sans pilote. Les militaires ukrainiens transmettent à leurs partenaires une expérience de combat unique acquise directement lors de la riposte aux attaques russes. En d'autres termes, les technologies allemandes rencontrent l'expérience ukrainienne, et cette combinaison pourrait devenir la base de nouveaux projets communs. À Berlin, on reconnaît ouvertement qu'une défense antiaérienne ukrainienne forte sauve des vies, mais que l'aide fournie est insuffisante. C'est pourquoi il est prévu d'élargir la coopération. Il ne s'agit plus simplement de livraisons ponctuelles, mais d'un renforcement à long terme des capacités, allant des drones intercepteurs et des véhicules à la formation des opérateurs et à l'automatisation des systèmes de défense anti-aérienne. Et cela dresse un tableau assez révélateur. Le Danemark aide l'Ukraine à construire des usines de défense sur le territoire de l'OTAN. La Lituanie se prépare à lancer la production ukrainienne de munitions et l'Allemagne renforce le ciel ukrainien avec des technologies et des équipements. Le soutien européen passe progressivement à un tout autre niveau, du transfert d'armes prêtes à l'emploi à la création conjointe de capacités de défense qui œuvreront pour la sécurité de l'Ukraine et de tout le continent. Un nouveau scandale éclate chez Trump. À la Maison-Blanche, on commence à s'énerver. Aux côtés du président est apparue une personne dont l'influence pousse déjà Washington à tirer la sonnette d'alarme. Pendant ce temps, Trump lui-même se précipite pour défendre ses proches et combattre ses critiques, alors que sa cote de popularité est en baisse. Les Américains sont irrités. Que se passe-t-il donc derrière les portes closes de la Maison-Blanche et qui pourrait porter un coup dur à Trump? Nous en parlons tout de suite. Une nouvelle éminence grise est apparue à la Maison-Blanche et cette fois, elle a un accès direct à Trump. Natalie Harp, âgée de 35 ans, accompagne constamment le président américain, passe plus de temps avec lui que beaucoup de ses autres assistants et ressemble de plus en plus à une personne qui se trouve littéralement à quelques pas du centre du pouvoir américain. Harp ne se contente pas de voyager avec Trump, elle rédige ses discours publics, prépare ses textes et a un accès complet à son compte Truth Social. De plus, son rôle y est bien plus important qu'un simple travail d'éditeur. Elle peut apporter à Trump un texte déjà prêt ou parfois noter ses paroles et publier elle-même le message au nom du président. En réalité, tant que Trump reste le visage de la politique américaine, Harp aide à gérer la manière dont ce visage s'adresse à des millions de personnes. Et l'étendue de son accès semble être telle que le numéro de téléphone de Harp, selon une source, pourrait même être plus précieux que celui de Trump lui-même. Car si vous voulez accéder au président, il est parfois plus simple de trouver d'abord la personne qui est constamment à ses côtés. Et Harp, semble-t-il, est précisément cette personne. Dans l'avion, lors d'événements, au travail, elle se retrouve de plus en plus souvent littéralement à l'épicentre de l'entourage présidentiel. Mais le plus piquant dans cette histoire, c'est qu'une telle proximité est loin de plaire à tout le monde. Certains responsables ont déjà critiqué Harp pour avoir montré à Trump des contenus d'extrême droite qui, selon eux, contenaient des informations fausses. Et c'est là que se pose une question embarrassante. Si une personne a un accès direct au président, rédige ses discours et contrôle une part importante de ses messages publics, à quel point peut-elle influencer ce que le chef de l'État américain voit et entend exactement? Les démocrates américains ont déjà transformé cette histoire en sarcasme politique. Le sénateur démocrate Jon Ossoff a déclaré que Trump préférerait voyager avec Nathalie à bord de l'avion présidentiel plutôt que d'accomplir le travail difficile qui accompagne le poste de commandant en chef. À Washington, cela peut passer pour une simple pique politique, mais la situation en elle-même semble assez révélatrice. La personne qui reste officiellement assistante s'est retrouvée en fait si proche du président que de véritables controverses politiques commencent déjà à naître autour de son influence. Et Trump, semble-t-il, protège sa protégée comme la prunelle de ses yeux et la défend avec colère.
Trump a fait une scène publique à une journaliste de CNN, tout cela à cause d'une question embarrassante sur Natalie Harp. Le président américain ne s'attendait clairement pas à un tel revirement lors de son échange avec la presse. La journaliste a décidé de l'interroger directement sur les propos retentissants du sénateur et après cela, l'atmosphère a instantanément changé. Trump est passé à l'offensive et a commencé à attaquer la journaliste. Vous vous comportez de manière très irrespectueuse. Fake news. Vous êtes des fake news. Taisez-vous. Vous êtes une fausse journaliste et vous rapportez de fausses nouvelles. Mais la Maison-Blanche ne s'est pas arrêtée là. Après l'altercation, le compte officiel de l'administration a publié une vidéo du conflit et a attaqué la journaliste en son nom propre, la qualifiant de honteuse et déclarant qu'elle déshonorait sa propre profession. Ainsi, la dispute personnelle du président avec la journaliste s'est très rapidement transformée en une attaque collective de la part de toute l'équipe présidentielle. CNN, de son côté, a pris la défense de la journaliste, la qualifiant comme l'une des reporters les plus respectées et expérimentées travaillant avec la Maison-Blanche. Et ce n'est pas la première fois que Trump se lance dans une vive altercation avec des représentants des médias à cause de questions embarrassantes. À la fin de l'année 2025, il se permettait déjà des attaques personnelles virulentes contre la journaliste. L'affaire impliquant Natalie Harp pourrait donc s'avérer bien plus retentissante qu'une simple altercation verbale. Car cette fois, une seule question sur une proche collaboratrice du président a déclenché toute une série d'attaques publiques, allant de Trump lui-même au service de presse officiel de la Maison-Blanche. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? On ne peut que faire des suppositions. Et pendant que le président américain multiplie les altercations publiques et défend son entourage, son soutien populaire chute sérieusement. Un nouveau sondage Reuters a révélé que seulement 33% des Américains approuvent l'action de Trump, tandis que 64% la désapprouvent. Et ce n'est pas juste un énième chiffre décevant pour la Maison-Blanche. 33%, c'est le taux le plus bas de son second mandat présidentiel. De plus, sa cote de popularité est tombée au niveau du record négatif qu'il avait déjà atteint lors de son premier mandat en décembre 2017. Cette chute de popularité survient dans le contexte de la guerre avec l'Iran, qui pèse de plus en plus lourdement sur les Américains en raison des prix. Carburant plus cher, pression inflationniste accrue. Tout cela ne sont plus des chiffres abstraits à la télévision, mais ce que les gens voient sur leurs propres factures et dans leur portefeuille. Il semble que le président américain se retrouve progressivement dans une situation où les déclarations retentissantes ne suffisent plus à masquer la hausse des prix et où la confiance politique dépend de plus en plus de la durée pendant laquelle les Américains sont prêts à supporter les conséquences de ces décisions. Il y a également eu quelques situations cocasses récentes qui circulent déjà activement sur le réseau. Cette fois, ce sont des images de Trump qui ont attiré l'attention. Lors d'un événement à la Maison-Blanche, il avait l'air si somnolent que les réseaux sociaux ont immédiatement conclu que le président s'était à nouveau endormi devant les caméras. Sur la vidéo, Trump ferme les yeux, baisse la tête et semble pendant un moment avoir complètement perdu tout intérêt pour ce qui se passe autour de lui. Cependant, les médias américains sont plus prudents. Ils se contentent de dire que le président avait l'air somnolent. Son équipe avait précédemment nié que Trump s'endormait lors d'événements publics, mais presque parallèlement, une autre scène est apparue qui ressemble à un mème politique tout fait. Trump est allé jouer au golf dans son club du New Jersey et à proximité, selon les rapports, un système de défense aérienne était en service. Le résultat est une scène amusante, le président avec un club sur le terrain et tout autour, la défense antiaérienne. En fin de compte, la nervosité se fait de plus en plus sentir autour du président américain. Ce qui jusqu'à récemment pouvait être perçu comme des curiosités isolées ou des escarmouches politiques se transforme progressivement en un contexte beaucoup plus inquiétant. Pour Trump, c'est un moment dangereux où l'attention du public se détourne des déclarations retentissantes pour se porter sur les questions de confiance. Toute nouvelle erreur pourrait avoir un coût bien plus élevé. Et il semble que la bataille principale pour la Maison-Blanche se joue actuellement non seulement sur les décisions politiques, mais aussi sur la nécessité de ne pas perdre le contrôle de sa propre image. En Russie, l'odeur d'une nouvelle mobilisation se fait de plus en plus sentir. Le Kremlin invente déjà des stratagèmes astucieux pour attirer les hommes dans l'armée. Au lieu de convocation, des postes civils. Au lieu du front, des promesses de travail tranquille et de paiements se chiffrant en millions. Mais les Russes, semble-t-il, ont déjà tout compris. Les hommes cherchent massivement des moyens de quitter le pays. Poutine prépare-t-il vraiment une nouvelle vague de mobilisation? Et les Russes essaient-ils de fuir avant même qu'elle ne soit annoncée? Regardons. La Russie dissimule la mobilisation sous couvert d'un travail ordinaire. On a commencé à attirer massivement les hommes pour assurer la sécurité des entrepôts de Wildberries et d'Ozone.
On leur promet des millions, un travail tranquille et on leur assure même qu'ils ne seront pas envoyés en Ukraine. Mais il semble que cette offre d'emploi comporte des petites lignes. Plus de 2000 annonces de ce type ont déjà été découvertes sur Avito. Officiellement, il s'agit de gardiens d'entrepôt. Mais en réalité, on propose aux candidats de rejoindre ce qu'on appelle des groupes de tir mobiles. Pour un contrat, on promet jusqu'à 3 millions de roubles. Et les recruteurs essaient par tous les moyens de convaincre les Russes qu'il n'y aura aucun envoi au front. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Dans certaines annonces, les numéros de téléphone sont enregistrés sous des noms comme Olesia SVO ou même commissariat militaire. Et les formulations elles-mêmes, selon nos sources, sont délibérément masquées afin que la plateforme ne bloque pas ces offres d'emploi. En d'autres termes, les Russes ouvrent des annonces proposant de garder un entrepôt. Mais derrière un salaire attractif peut se cacher un travail tout à fait différent. Au lieu du mot armée, sécurité, au lieu de mobilisation, offre d'emploi, au lieu du front, groupe de tir mobile. Et quelque part entre les lignes, des contrats, des millions de roubles. Il semble que les recruteurs russes cherchent si activement de nouvelles personnes que même les centres de conscription doivent être déguisés en offres d'emploi. Et il semble que l'histoire des gardiens d'entrepôt ne soit qu'un des éléments de ce stratagème. Car si l'on propose déjà aux Russes un service militaire sous couvert d'un poste civil, une question logique se pose. La mobilisation russe tout entière ne serait-elle pas en train de se transformer en un jeu de substitution de concepts ? C'est précisément de cette mobilisation rampante que parle le journaliste russe Mikhail Fishman. Selon lui, le Kremlin pourrait éviter d'annoncer bruyamment une nouvelle mobilisation tout en augmentant progressivement le recrutement de personnes pour le front par le biais de contrats, de la coercition et de toutes sortes de méthodes de recrutement déguisées. Et cela explique bien la tactique russe actuelle. Ne pas dire directement à la personne « tu es mobilisé ». Au lieu de cela, proposer des millions pour garder un entrepôt, convaincre que personne ne sera envoyé en Ukraine et ensuite gérer les petits caractères. Formellement un contractuel, en réalité une ressource de plus pour le front. Fishman estime qu'après les élections de septembre, le Kremlin pourrait emprunter exactement cette voie. Une mobilisation publique est dangereuse pour Poutine, car elle est susceptible de provoquer une nouvelle vague de mécontentement et de fuite. Mais une option rampante permet de recruter progressivement des gens, sans utiliser le mot qui fait tressaillir les Russes. Selon le journaliste, la pénurie de personnel dans l'armée russe est déjà critique, et les rapports sur la signature forcée de contrats apparaissent depuis plusieurs mois. Les gens peuvent être forcés de monter dans des bus, emmenés dans des unités militaires et contraints de s'enregistrer en tant que contractuels. Le stratagème est donc clair. Il n'y a apparemment pas de mobilisation, mais on continue tout de même à recruter des gens pour la guerre. C'est juste qu'au lieu d'un seul décret retentissant, il y a maintenant des milliers de petites offres d'emploi, de contrats et de décisions forcées. Et les Russes, semble-t-il, se préparent déjà au pire et commencent à tout abandonner pour chercher des moyens de fuir. Les demandes d'émigration en Russie ont presque doublé. Et ce n'est plus seulement de la curiosité. Les gens se précipitent littéralement pour savoir où ils peuvent partir, quels documents sont nécessaires et comment quitter le pays avant septembre-octobre. Les raisons sont claires comme le jour, la peur d'une nouvelle mobilisation. De plus en plus de ces demandes proviennent d'hommes, principalement âgés de moins de 40 ans. C'est-à-dire précisément la catégorie qui pourrait potentiellement se retrouver en premier sur les listes de renforts de l'armée russe. Et il semble que les Russes ne se contentent plus de chercher sur Google où aller, mais commencent à faire leurs valises. Un flux de passagers record a été enregistré à la frontière avec la Géorgie. Plus de 20 000 personnes traversaient chaque jour le poste de contrôle de Verkhny Lars. Le service des douanes russes a déclaré sans détour, ces chiffres dépassent largement ceux des périodes équivalentes des années précédentes. Verkhny Lars est devenu l'un des principaux itinéraires de fuite pour les Russes après l'annonce de la mobilisation en 2022. À l'époque, environ 12 500 personnes traversèrent le poste chaque jour, dont environ 10 500 se dirigeaient vers la sortie. Aujourd'hui, les chiffres explosent à nouveau. Bien qu'actuellement, il ne faille évidemment pas oublier la saison des vacances, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Les agents immobiliers arméniens signalent un afflux record de demandes de location de logements de la part des Russes. En termes de volume, la demande est déjà comparée au pic de 2022. Il semble que les Russes aient décidé de ne pas attendre qu'un poste vacant de gardien d'entrepôt se transforme soudainement en contrat militaire. Et Poutine, pendant ce temps, raconte déjà de nouveaux contes sur les héros de l'opération militaire spéciale. Le dictateur russe s'est soudainement soucié de l'avenir des participants à la guerre et a déclaré qu'il faudrait prétendument leur assurer un emploi normal. Selon lui, ces personnes auront des ambitions saines et les fonctionnaires doivent s'occuper des emplois à l'avance. Cela sonne bien, surtout pour l'image télévisée russe.
Mais il y a un problème. La réalité ne ressemble en rien aux contes de fées du Kremlin. Pendant que Poutine parle de vétérans ambitieux à qui l'on serait soi-disant prêt à ouvrir les portes, les participants à la guerre eux-mêmes ne sont pas toujours en mesure de retourner normalement sur le marché du travail. L'expérience de combat, que le Kremlin aime présenter comme un avantage, ne se transforme pas en une qualification recherchée par l'employeur dans toutes les professions civiles. C'est pourquoi Poutine cherche déjà des places spéciales pour ses héros. Auparavant, il avait appelé le ministère de l'Intérieur à recruter plus activement les participants à la guerre dans la police, en misant sur leur endurance psychologique et physique. Et pour les entreprises, des garanties supplémentaires ont été instaurées de fait. À qualification et productivité égales, le poste de travail doit être conservé pour le salarié ayant le statut de vétéran. Pendant des années, le Kremlin a vendu aux Russes le conte de fées selon lequel la participation à la guerre leur ouvrirait de nouvelles opportunités. Et maintenant, il est contraint d'expliquer séparément aux fonctionnaires ce qu'ils doivent faire de ces personnes sur le marché du travail civil. Car les médailles et les discours grandiloquents sont une chose, mais un véritable poste vacant, un salaire et la volonté d'un employeur d'embaucher une personne en sont une toute autre. Il semble que les autorités russes commencent déjà à se heurter à une réalité désagréable. Le statut de héros de l'opération militaire spéciale ne fait pas en soi d'une personne un spécialiste recherché. Et maintenant, le Kremlin doit inventer de nouvelles façons de vendre cette fable aux Russes eux-mêmes, avant qu'ils ne s'enfuient. Car le problème principal n'est plus seulement de trouver de nouveaux soldats, mais de faire en sorte qu'ils ne prennent pas massivement la fuite face à ce service volontaire sous contrat. C'est sur cette note que nous terminons notre émission. Nous poursuivons tout de suite. Restez à l'affût des dernières actualités afin que nous puissions vous les rapporter en premier. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!